L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle chantait dans les rues pour alimenter son fils, jusqu'à ce qu'une voiture Deluxe s'approche. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant les rues pavées d'un voile sombre et menaçant. Dans la cour de l'orphelinat Saint-Honoré, deux silhouettes tremblantes se tenaient enlacées, leurs sanglots étouffés par le bruit de la pluie qui tombait sans relâche. Margot, une petite fille aux yeux verts remplis de larmes, agrippait désespérément la manche de son frère aîné, Étienne. Ses cheveux roux, habituellement si soignés, étaient maintenant en désordre, collés à son visage par la pluie et les larmes. « Étienne, je t'en supplie, ne pars pas » cria Margot, sa voix brisée par l'émotion. « Ne me laisse pas toute seule ici. » Étienne, un garçon de 12 ans au regard profond et mélancolique, serra sa petite sœur contre lui, essayant de contenir ses propres larmes. Il savait que ce moment allait arriver, mais rien n'aurait pu le préparer à la douleur déchirante qu'il ressentait maintenant. « Margot, ma petite fleur, murmura-t-il d'une voix tremblante, je n'ai pas le choix. Mais je te promets, je reviendrai te chercher. Je travaillerai dur, je deviendrai riche, et je viendrai te sauver de cet endroit. » Soudain, la porte de l'orphelinat s'ouvrit avec fracas, laissant apparaître Madame Lefebvre, la directrice au visage dur et aux yeux froids. « Étienne Belle-Rose » appela-t-elle d'une voix sèche. « Ta nouvelle famille est là. Il est temps de partir. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il regarda une dernière fois sa petite sœur, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire. « Margot, écoute-moi bien, dit-il précipitamment. Chaque soir, quand tu te sentiras seule, chante notre chanson. Celle que maman nous chantait. Je la chanterai aussi, et nos voix se retrouveront, peu importe la distance. » Margot hocha la tête, incapable de parler à travers ses sanglots. Étienne l'embrassa sur le front, puis se dirigea vers la porte, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. « Étienne » cria soudain Margot. « Promets-moi que tu ne m'oublieras pas. » Étienne se retourna, les yeux brillants de larmes et de détermination. « Jamais, ma petite fleur. Je te le jure sur ma vie. » Alors qu'Étienne franchissait le seuil de l'orphelinat, une voiture luxueuse l'attendait. Un couple élégant lui sourit, mais Étienne ne put s'empêcher de remarquer la froideur dans leurs yeux. Ce n'était pas de l'amour qu'il y voyait, mais de l'ambition. « Ah, le petit prodige du piano, » dit l'homme d'une voix mielleuse. « Tu vas faire de grandes choses avec nous, mon garçon. » Étienne monta dans la voiture, son cœur se brisant un peu plus à chaque mètre qu'il éloignait de Margot. Alors que le véhicule s'éloignait dans la nuit pluvieuse, il entendit la voix de sa sœur s'élever dans l'air, chantant leur chanson d'une voix brisée mais déterminée. À l'intérieur de l'orphelinat, Margot s'effondra sur le sol froid, ses sanglots résonnant dans les couloirs vides. Madame Lefebvre la regarda avec un mélange de pitié et d'indifférence. « Allons, petite, dit-elle sèchement. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ton frère t'oubliera bien vite dans sa nouvelle vie de luxe. » Mais Margot ne l'écoutait pas. Dans son cœur, elle se faisait une promesse solennelle. Elle survivrait, elle deviendrait forte, et un jour, elle retrouverait son frère. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe les obstacles, les Belle-Rose seraient réunies. Cette nuit-là, alors que la pluie continuait de tomber sur Paris, deux voix s'élevèrent dans la nuit, chantant la même mélodie mélancolique. Deux âmes séparées par le destin, mais unies par un lien que rien ne pourrait briser. Le voyage d'Étienne et Margot ne faisait que commencer, et le destin leur réservait encore bien des surprises, certaines cruelles, d'autres inespérées. Mais pour l'instant, ils n'étaient que deux enfants perdus dans la nuit, accrochés à une promesse et à une chanson. 15 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où Étienne et Margot avaient été séparés. Le temps, tel un fleuve impitoyable, avait creusé un fossé entre leurs destins, les menant sur des chemins radicalement opposés. Étienne Belle-Rose, désormais connu sous le nom d'Étienne Devrault, nom adopté de sa famille d'accueil, était devenu l'incarnation même du succès parisien. À 27 ans, il était l'un des plus jeunes administrateurs de la Bourse de Paris, son visage élégant ornant régulièrement les couvertures des magazines économiques. Un matin d'automne, Étienne se tenait devant la fenêtre de son bureau au sommet d'une tour du quartier de la Défense, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme séduisant aux traits ciselés, vêtu d'un costume sur mesure qui criait l'opulence.
Monsieur Devrault interrompit sa secrétaire en entrant dans le bureau. Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Étienne se retourna, un sourire professionnel plaqué sur son visage. Merci, Amélie. Faites-le entrer. Alors que la porte se refermait, Étienne laissa échapper un soupir. Malgré tout son succès, malgré les millions sur son compte en banque et les accolades de ses pairs, un vide persistait au fond de son cœur. Chaque matin, il se réveillait avec le même rituel, il ouvrait le tiroir de sa table de chevet et en sortait une vieille photo froissée. Une petite fille aux cheveux roux et aux yeux verts lui souriait, figée dans le temps. « Margot » murmura-t-il, caressant le visage sur la photo. « Où es-tu, ma petite fleur ?» Malgré tous ses efforts, malgré l'argent dépensé en enquêteur privé, Étienne n'avait jamais réussi à retrouver sa sœur. C'était comme si elle s'était volatilisée, engloutie par les rues sombres de Paris. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans les quartiers nord de Marseille, Margot Belrose, ou plutôt Margot Dubois, comme elle était connue maintenant, menait une existence aux antipodes de celle de son frère. À 22 ans, Margot était une jeune femme endurcie par la vie, ses yeux verts autrefois pétillants maintenant voilés par la méfiance et la douleur. Ses cheveux roux, jadis sa fierté, étaient maintenant ternes et négligés, attachés en une queue de cheval désordonnée. Ce matin-là, Margot se tenait devant le miroir ébréché de sa minuscule salle de bain, dans l'appartement délabré qu'elle partageait avec 3 autres personnes. Elle examinait les cernes sous ses yeux, témoin des nuits passées à chanter dans les bars miteux pour quelques pièces. « Margot » cria une voix rauque de l'autre côté de la porte. « T'as intérêt à avoir le loyer aujourd'hui, ou tu dégages. » Margot serra les poings, retenant les larmes de frustration qui menaçaient de couler. « Je l'aurai, Paul, répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Je chanterai toute la nuit s'il le faut. » Elle sortit de la salle de bain, ignorant les regards lubriques de ses colocataires, et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, son regard fut attiré par une coupure de journal épinglée au mur. Le visage d'un homme d'affaires séduisant la fixait, un sourire confiant aux lèvres. Étienne Devrault, le prodige de la finance, disait le titre. Margot sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier qui la hantait. Mais elle secoua la tête, chassant ses pensées. Elle n'avait pas le temps pour les rêveries. La survie était sa seule préoccupation maintenant. Elle sortit dans les rues bruyantes de Marseille, son vieux guitare sur le dos. Le soleil méditerranéen brillait impitoyablement, se moquant presque de sa misère. Margot se dirigea vers son coin habituel, près du vieux port, où elle passerait la journée à chanter pour les touristes, espérant gagner assez pour payer son loyer et peut-être manger ce soir. Alors qu'elle s'installait, accordant sa guitare, une mélodie familière lui vint aux lèvres. La chanson que son frère et elle chantaient enfant, leur promesse secrète. Pour un bref instant, Margot ferma les yeux, se permettant de rêver à une vie différente, une vie où son frère l'aurait retrouvé, où ils seraient ensemble, heureux. Mais le rêve s'évanouit aussi vite qu'il était venu. Margot ouvrit les yeux, son visage se durcissant. Elle commença à jouer, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha du port, portant avec elle les échos d'une promesse brisée et d'un espoir presque éteint. À des centaines de kilomètres de là, dans son bureau luxueux, Étienne s'arrêta soudainement au milieu d'une phrase, une étrange sensation le traversant. Pendant un instant, il crut entendre une mélodie familière, comme un écho lointain d'un passé presque oublié. Il secoua la tête, chassant cette pensée, et se replongea dans ses dossiers, ignorant la petite voix au fond de son cœur qui lui criait que quelque chose manquait, que quelque part, quelqu'un l'attendait. Ainsi, les destins d'Étienne et Margot continuaient de diverger, séparés par la distance, le temps et les circonstances. Mais le fil invisible qui les liait, bien que ténu, n'était pas encore rompu. Le destin avait encore des cartes à jouer, et l'histoire des Belrose était loin d'être terminée. Le ciel de Marseille s'assombrissait, annonçant une tempête imminente. Margot Dubois, âgée de 15 ans, se tenait debout dans la ruelle sombre derrière la maison de ses parents adoptifs, le cœur battant la chamade. Ses yeux verts, autrefois pleins d'innocence, brillaient maintenant d'une détermination féroce. « C'est maintenant ou jamais » murmura-t-elle, serrant contre elle un sac à dos usé contenant ses maigres possessions. Un cri strident retentit de l'intérieur de la maison, suivi du bruit de verre brisé. La voix rauque de son père adoptif, Marcel Dubois, résonna dans la nuit. « Margot! Où es-tu, sale petite ingrate? Reviens ici tout de suite. » Margot frissonna, les ecchymoses sur ses bras la brûlant soudainement au souvenir des coups.
Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Plus jamais, dit-elle entre ses dents serrées. Je préfère mourir dans la rue que de vivre un jour de plus dans cet enfer. Avec un dernier regard vers la maison qui avait été sa prison pendant 5 longues années, Margot s'élança dans la nuit orageuse. La pluie commença à tomber, se mêlant aux larmes sur son visage alors qu'elle courait à travers les ruelles tortueuses du vieux Marseille. Les heures passèrent, et Margot continua de courir, ignorant la fatigue et la faim qui la tenaillaient. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit le vieux port, haletante et trempée jusqu'aux os. Se cachant sous un auvent, Margot observa l'aube qui pointait sur l'horizon. La réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle était seule, sans argent, sans abri, dans une ville qui pouvait être impitoyable. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-elle, la peur s'insinuant dans sa voix pour la première fois. Comme en réponse à sa question, une mélodie familière lui vint à l'esprit. La chanson que son frère et elle chantaient dans l'orphelinat, il y a si longtemps. Presque inconsciemment, Margot commença à fredonner, sa voix douce s'élevant au-dessus du bruit des vagues. Un passant s'arrêta, écoutant la jeune fille chanter. Quand elle termina, il applaudit doucement et lui tendit une pièce. Margot le regarda, surprise, puis un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, monsieur, dit-elle, prenant la pièce avec gratitude. Ce fut le début d'une nouvelle vie pour Margot. Chaque jour, elle se rendait au vieux port, chantant pour les touristes et les locaux. Sa voix, empreinte d'une émotion brute et d'une maturité au-delà de son âge, attirait de plus en plus de monde. Mais la vie dans la rue était loin d'être facile. Les nuits étaient froides et effrayantes, passées dans des refuges de fortune ou des cages d'escalier. La faim était une compagne constante, et le danger rôdait à chaque coin de rue. Un soir, alors que Margot comptait ses maigres gains de la journée, une ombre menaçante se dressa devant elle. « Eh bien, ricana un homme à l'haleine chargé d'alcool. Que avons-nous là? Une petite chanteuse des rues ?» Margot recula, son cœur battant la chamade. « Laissez-moi tranquille, dit-elle, essayant de garder une voix ferme. L'homme fit un pas en avant, un sourire mauvais aux lèvres. « Allez, ma jolie. Donne-moi ton argent et peut-être que je serai gentil avec toi. » Soudain, une voix forte retentit derrière eux. « Et laisse-la tranquille. » Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'avança, ses yeux brillants de colère. L'agresseur hésita un instant, puis cracha par terre et s'éloigna en jurant. Le jeune homme se tourna vers Margot. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Margot hocha la tête, encore tremblante. « Merci, murmura-t-elle. Je m'appelle Léo, dit-il en lui tendant la main. J'ai entendu ta voix. Tu chantes vraiment bien. » Ainsi commença une amitié qui allait changer la vie de Margot. Léo, lui aussi sans abri, lui apprit les ficelles de la survie dans la rue. Ensemble, ils formèrent un duo musical, leurs voix s'harmonisant parfaitement. Les mois passèrent, et Margot commença à se sentir plus forte, plus confiante. Elle n'était plus la petite fille effrayée qui avait fui sa maison d'adoption. Elle était devenue une survivante. Un soir, alors qu'ils partageaient un maigre repas sur les marches d'une église, Léo regarda Margot avec une expression sérieuse. « Tu sais, dit-il doucement, tu as un vrai talent. Tu ne devrais pas gâcher ta vie dans la rue. » Margot le regarda, surprise. « Que veux-tu dire ?» Léo sortit un dépliant froissé de sa poche. « Il y a une audition pour une école de musique la semaine prochaine. Tu devrais y aller. » Margot hésita, la peur et l'espoir se battant dans son cœur. « Je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle. Léo prit sa main dans la sienne. « Tu peux, Margot. Tu es plus forte que tu ne le penses. C'est peut-être ta chance de sortir de cette vie. » Cette nuit-là, allongée sous les étoiles, Margot réfléchit longuement. Elle pensa à son frère, à la promesse qu'il s'était faite il y a si longtemps. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la force qu'elle avait découverte en elle. « Demain, se promit-elle, demain, je commencerai une nouvelle vie. » Avec cette résolution, Margot s'endormit, rêvant d'un avenir meilleur, ignorant encore les défis et les surprises que le destin lui réservait. Le soleil se couchait sur Marseille, baignant le vieux port d'une lueur dorée. Margot, maintenant âgée de 19 ans, était assise sur un banc, sa guitare posée à côté d'elle. Ses yeux verts scrutaient l'horizon, perdus dans ses pensées. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté la rue pour intégrer l'école de musique, grâce à l'encouragement de Léo.
Soudain, une voix chaude la tira de sa rêverie. « Bonsoir, belle sirène. Voudrais-tu chanter pour moi ?» Margot leva les yeux et rencontra le regard pétillant d'un jeune homme aux cheveux noirs bouclés et au sourire charmeur. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Je m'appelle Antoine, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Et toi, comment t'appelles-tu, ange musicien ? Margot, répondit-elle timidement, sentant ses joues rougir. Ce fut le début d'une histoire d'amour passionné. Antoine, avec son charme et ses belles paroles, fit tomber les murs que Margot avait érigés autour de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment heureuse. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Margot et Antoine étaient inséparables. Il l'écoutait chanter pendant des heures, l'encourageant dans sa musique. Elle lui racontait son passé, ses espoirs, ses rêves. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur la plage, regardant les étoiles, Antoine prit la main de Margot dans la sienne. « Margot, murmura-t-il, je t'aime. Tu es la mélodie qui manquait à ma vie. » Les larmes aux yeux, Margot l'embrassa passionnément. « Je t'aime aussi, Antoine, souffla-t-elle. Mais le destin avait d'autres plans. 2 mois plus tard, Margot se tenait dans la salle de bain de son petit appartement, fixant avec incrédulité le test de grossesse positive dans sa main tremblante. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. » Ce soir-là, lorsqu'Antoine arriva chez elle, Margot était assise sur le canapé, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda Antoine, l'inquiétude visible sur son visage. Margot prit une profonde inspiration. « Antoine, je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage d'Antoine passa de la surprise à la peur, puis à la colère. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix froide que Margot ne lui connaissait pas. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, j'ai fait le test ce matin. » Antoine se leva brusquement, passant sa main dans ses cheveux avec frustration. « Comment est-ce possible ? On faisait attention. »« Je ne sais pas, balbutia Margot, surprise par sa réaction. « Mais on va trouver une solution, ensemble, n'est-ce pas ?» Antoine la regarda, et pour la première fois, Margot vit de la froideur dans ses yeux. « Une solution ? Margot, je n'ai pas d'argent pour un enfant. Je ne suis même pas sûr que ce soit le mien. » Ces mots frappèrent Margot comme un coup de poing. « Comment peux-tu dire ça ?» cria-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Tu sais très bien que je n'ai été qu'avec toi. » Mais Antoine ne l'écoutait plus. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. « Je ne peux pas faire ça, Margot. Je ne suis pas prêt à être père. Je suis désolé. » Et avec ces mots, il sortit, claquant la porte derrière lui, laissant Margot effondrée sur le canapé, secouée par des sanglots incontrôlables. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Margot. Elle essaya désespérément de contacter Antoine, mais il ne répondait pas à ses appels, à ses messages. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Une semaine après cette terrible soirée, Margot reçut un message d'Antoine. « Je suis désolé, Margot. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. Je quitte Marseille. S'il te plaît, ne cherche pas à me contacter. Adieu. » Ces mots brisèrent le cœur de Margot en 1000 morceaux. Elle se sentait trahie, abandonnée, exactement comme elle l'avait été tant d'années auparavant lorsque son frère était parti. Assise sur le sol de sa salle de bain, Margot pleurait toutes les larmes de son corps. Elle se sentait plus seule que jamais, avec un bébé en route et aucun soutien. Soudain, une mélodie familière lui vint à l'esprit. La chanson de son enfance, celle qu'elle partageait avec son frère. Avec des doigts tremblants, elle caressa doucement son ventre encore plat. « Ne t'inquiète pas, mon bébé, murmura-t-elle. Maman est là. On s'en sortira, tous les deux. Je te le promets. » Cette nuit-là, Margot prit une décision. Elle ne laisserait pas cet abandon la détruire. Elle serait forte, pour elle et pour son enfant. Elle reprendrait sa guitare, chanterait de nouveau, et construirait une vie meilleure pour eux deux. Alors que l'aube se levait sur Marseille, Margot se tenait devant sa fenêtre, une lueur de détermination dans ses yeux verts. Elle ne le savait pas encore, mais ce bébé allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, la menant sur un chemin qui la rapprocherait finalement de son passé longtemps oublié. Les mois passèrent, et le ventre de Margot s'arrondissait au rythme des saisons. L'été céda la place à l'automne,
puis à l'hiver, et bientôt le printemps fit son apparition, apportant avec lui une nouvelle vie. Par une douce matinée d'avril, Margot donna naissance à un petit garçon qu'elle nomma Gabriel. Ses yeux, d'un vert profond comme ceux de sa mère, semblaient contenir toute la sagesse du monde. « Bonjour, mon petit ange » murmura Margot, les larmes aux yeux, en tenant son fils pour la première fois. « Nous sommes ensemble maintenant, toi et moi contre le monde entier. » Les premiers mois furent difficiles. Margot jonglait entre les biberons, les couches, et ses tentatives de reprendre sa carrière musicale. Chaque nuit, épuisée mais déterminée, elle berçait Gabriel en chantant doucement leurs chansons, celles qui l'avaient toujours réconforté dans les moments les plus sombres. Un soir, alors que Gabriel avait 6 mois, Margot se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, scrutant son reflet. Ses cheveux roux, autrefois si brillants, étaient ternes et négligés. Des cernes sombres soulignaient ses yeux verts, témoins des nuits sans sommeil. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» se demanda-t-elle à voix haute. « Comment puis-je donner une vie décente à mon fils alors que je peux à peine subvenir à mes propres besoins ?» Comme en réponse à sa question, les pleurs de Gabriel résonnèrent dans l'appartement. Margot se précipita vers le berceau, prenant son fils dans ses bras. « Chut, mon amour » murmura-t-elle en le berçant doucement. « Maman est là. » Elle commença à chanter leur chanson, sa voix douce s'élevant dans la nuit. Quand les ombres s'allongent et que la nuit tombe. Quand le monde semble froid et que l'espoir s'envole. Rappelle-toi, mon enfant, que l'amour est plus fort. Que la lumière reviendra, brillante comme l'or. Alors qu'elle chantait, une idée germa dans son esprit. Elle avait passé tant de temps à se morfondre sur son sort, à pleurer sur ses rêves brisés. Mais et si elle pouvait transformer cette douleur en quelque chose de beau? Le lendemain matin, Margot se leva avec une nouvelle détermination. Elle installa Gabriel dans sa poussette et se dirigea vers le vieux port, sa fidèle guitare sur le dos. Trouvant un coin ensoleillé, elle s'installa et commença à jouer. Sa voix, plus riche et plus profonde qu'auparavant, s'éleva au-dessus du brouhaha du port. Elle chantait leurs chansons, y ajoutant de nouvelles paroles nées de ses expériences, de ses luttes, de son amour pour son fils. Les passants s'arrêtaient, captivés par cette jeune mère qui chantait avec tant d'émotion, son bébé gazouillant joyeusement à ses côtés. Bientôt, une petite foule s'était formée autour d'elle. Quand elle termina sa chanson, les applaudissements éclatèrent. Les gens s'approchaient, jetant des pièces dans son étui à guitare, la félicitant pour sa voix magnifique. Une femme âgée s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « Ma chère, dit-elle en prenant les mains de Margot dans les siennes, votre chanson m'a touché au plus profond de mon âme. Vous avez un don extraordinaire. » Margot sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, murmura-t-elle, submergée par l'émotion. Ce jour-là marqua un tournant dans la vie de Margot. Chaque jour, elle retournait au port, chantant pour les passants, Gabriel toujours à ses côtés. Sa voix, empreinte d'une émotion brute et d'une maturité au-delà de son âge, attirait de plus en plus de monde. Un jour, alors qu'elle terminait sa performance, un homme en costume s'approcha d'elle. « Mademoiselle, dit-il en lui tendant une carte de visite, je suis producteur de musique. Votre voix est exceptionnelle. J'aimerais discuter avec vous d'une possible collaboration. » Margot regarda la carte, puis son fils qui dormait paisiblement dans sa poussette. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Margot passa des heures en studio, enregistrant ses chansons, peaufinant ses compositions. Gabriel était toujours avec elle, gazouillant joyeusement dans un coin du studio pendant que sa mère travaillait. Enfin, après des mois de travail acharné, le premier single de Margot fut lancé. La chanson de l'espoir, comme elle l'avait intitulée, était un mélange envoûtant de folk et de pop, sa voix puissante portant un message d'espoir et de résilience. Le succès fut immédiat et inattendu. La chanson grimpait dans les charts, touchant les cœurs de milliers de personnes à travers la France. Margot se retrouva soudain propulsée sous les projecteurs, invitée à des émissions de télévision, à des concerts. Mais malgré ce tourbillon de succès, Margot n'oubliait jamais d'où elle venait. Chaque soir, elle berçait Gabriel en chantant leurs chansons, lui rappelant que peu importe les difficultés, l'amour et l'espoir triomphent toujours. Un soir, alors qu'elle se produisait dans une salle comble à Paris, Margot regarda la foule qui chantait avec elle. Ses yeux se posèrent sur Gabriel, maintenant âgé de 2 ans, qui dansait dans les coulisses, un grand sourire sur son visage angélique. À cet instant,
Margot réalisa que sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La douleur et les épreuves qu'elle avait traversées avaient forgé en elle une force inébranlable, et sa musique était devenue un phare d'espoir pour tant de personnes. Alors qu'elle entonnait le refrain final de sa chanson, Margot sentit une étrange sensation l'envahir. Quelque part, au fond de son cœur, elle avait le sentiment que cette mélodie voyageait au-delà des murs de la salle de concert, traversant la ville, le pays, peut-être même au-delà. Et quelque part, elle en était sûre, son frère l'entendait. Étienne, pensa-t-elle, une larme coulant sur sa joue, où que tu sois, j'espère que tu m'entends. Notre chanson vit toujours, et un jour, elle nous réunira. Le soleil se couchait sur Paris, baignant les Champs-Élysées d'une lumière dorée. Une Rolls-Royce noire glissait silencieusement le long de l'avenue, son occupant perdu dans ses pensées. Étienne Devreau, désormais âgé de 35 ans, regardait distraitement par la fenêtre, son visage reflétant une profonde mélancolie malgré son succès éclatant. Soudain, une mélodie familière attira son attention. Elle provenait d'un petit rassemblement près de l'Arc de Triomphe. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Auguste, arrêtez la voiture, ordonna-t-il à son chauffeur. Ignorant les protestations d'Auguste sur son rendez-vous imminent, Étienne sortit de la voiture et se dirigea vers la source de la musique. La foule s'écarta sur son passage, murmurant avec excitation en reconnaissant le célèbre homme d'affaires. Au centre du cercle se tenait une jeune femme aux cheveux roux flamboyants, chantant avec une passion qui touchait l'âme. À ses pieds, un petit garçon aux yeux verts dansait joyeusement. Étienne s'arrêta net, le souffle coupé. Cette voix, cette chanson, c'était impossible, et pourtant. La chanteuse termina sa performance sous les applaudissements enthousiastes. Alors qu'elle saluait son public, ses yeux croisèrent ceux d'Étienne. Le temps sembla s'arrêter. Margot, murmura Étienne, sa voix à peine audible. La jeune femme le fixa, incrédule. Étienne, souffla-t-elle. En un instant, Étienne traversa la distance qui les séparait et serra Margot dans ses bras, des larmes coulant librement sur son visage. Ma petite fleur, sanglota-t-il, je t'ai enfin retrouvée. Margot s'accrocha à lui, pleurant et riant à la fois. Grand frère, tu es revenu. Tu as tenu ta promesse. Le petit garçon tira sur la robe de Margot, l'air confus. Maman, qui c'est le monsieur? Margot se baissa pour le prendre dans ses bras. Gabriel, mon chéri, c'est ton oncle Étienne. Le frère dont je t'ai tant parlé. Étienne regarda le petit garçon, ému. Bonjour, Gabriel. Je suis tellement heureux de te rencontrer. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Étienne emmena Margot et Gabriel dans son Penthouse avec vue sur la tour Eiffel. Là, assis sur le balcon, les deux frères et sœurs parlèrent jusqu'à l'aube, rattrapant 20 ans de séparation. Margot raconta son adoption difficile, sa fuite, sa vie dans la rue, sa grossesse et son ascension musicale. Étienne parla de sa vie privilégiée mais vide, de sa quête incessante pour retrouver sa sœur. J'ai engagé des détectives, j'ai cherché dans chaque orphelinat de France, expliqua Étienne, la voix brisée par l'émotion. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Margot prit la main de son frère. Notre chanson nous a réunis, finalement. Le lendemain matin, Étienne prit une décision qui allait changer leur vie à tous. Il démissionna de son poste de PDG et créa une fondation dédiée à aider les enfants orphelins et les jeunes mères célibataires. J'ai passé trop d'années à courir après l'argent et le pouvoir, expliqua-t-il à Margot. Il est temps que je fasse quelque chose qui compte vraiment. Margot, touchée par la décision de son frère, décida d'utiliser sa notoriété grandissante pour soutenir la cause. Ensemble, ils organisèrent des concerts de bienfaisance, levèrent des fonds et sensibilisèrent le public aux difficultés rencontrées par les enfants du système. Un an après leur retrouvailles, Étienne, Margot et le petit Gabriel se tenaient sur la scène de l'Olympia, devant une salle comble. Margot, rayonnante dans une robe émeraude, prit le micro. Ce soir, nous allons vous chanter une chanson très spéciale. Une chanson qui a traversé le temps et l'espace pour réunir deux enfants perdus. Une chanson d'espoir et d'amour inconditionnel. Étienne s'assit au piano, et ensemble, ils commencèrent à jouer leur mélodie d'enfance. Leurs voix s'élevèrent, s'entrelaçant parfaitement, portant un message d'espoir à tous ceux qui avaient connu la solitude et le désespoir. Dans les coulisses, Gabriel regardait ses oncles et mères avec des yeux brillants d'admiration. À côté de lui se tenait Léo, l'ami de rue de Margot, maintenant directeur de la Fondation Devreau. Tu vois,
Petit, dit Léo en ébouriffant les cheveux de Gabriel, c'est ça, la magie de la musique et de l'amour. Ça peut déplacer des montagnes et réunir des familles. Sur scène, Margot et Étienne terminaient leur chanson sous un tonnerre d'applaudissements. Ils se regardèrent, les yeux brillants de larmes de joie. Ils avaient traversé l'enfer, connu la solitude et le désespoir, mais ils étaient enfin réunis. Alors que le rideau tombait, Margot se tourna vers son frère. « Étienne, tu te souviens de la promesse que tu m'as faite il y a 20 ans ?» Étienne sourit. « Oui, je t'avais promis des bonbons et des poupées. » Margot rit. « Je crois que tu as fait bien mieux que ça. Tu m'as donné une famille. » Cette nuit-là, alors que Paris s'endormait, une mélodie douce flottait au-dessus de la ville. Une chanson d'espoir, d'amour et de famille. Une chanson qui rappelait à tous ceux qui l'entendaient que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Et que parfois, cette lueur peut devenir un phare qui guide les âmes perdues vers leur foyer.